Mes parents ont renvoyé ma fille à la maison avec une boîte emballée et un avertissement, dis à ta mère de ne pas surréagir. Ma fille tremblait quand elle me l'a remise. Je l'ai ouverte, et j'ai immédiatement appelé la police. Ma meilleure amie Rachel est arrivée juste au moment où un policier entrait. Puis mon mari est rentré, a vu la personne à côté de moi, et a pâli. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je m'appelle Claire Donovan. J'ai 36 ans, et j'ai appris qu'un cadeau peut sembler magnifique à l'extérieur, tout en cachant quelque chose d'assez cruel. Pour changer une famille à tout jamais. Cet après-midi-là, ma fille est rentrée à la maison bien plus tôt que prévu. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Puis un tout petit bruit venant du couloir. Pas un cri, pas même un sanglot. Juste ce genre de respiration saccadée qu'un enfant émet, quand il essaie trop fort d'être courageux. Quand je me suis retourné, elle se tenait là, gardant encore son manteau d'hiver, les yeux gonflés par les larmes, et une boîte argentée pressée contre sa poitrine. Elle n'a pas couru vers moi en premier. Elle a tendu la boîte comme si elle était trop lourde pour ses petites mains. Même si elle était à peine plus grande qu'une boîte à chaussures. J'ai demandé ce qui s'était passé, mais elle a seulement secoué la tête, et a chuchoté qu'on lui avait dit de me la donner, et de ne pas me laisser surréagir. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est glacé. Mes parents avaient jugé mon mariage, mon travail, ma maison, et presque tous les choix que j'avais pu faire. Mais utiliser mon enfant comme messagère, c'était quelque chose de totalement différent. Je l'ai assise sur le canapé, j'ai inspecté son visage, ses bras, ses mains, et je lui ai promis qu'elle était en sécurité. Ensuite, j'ai ouvert la boîte. Au début, je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais. Puis, j'ai vu les morceaux déchirés, les marques rouges, le mot plié en dessous, et quelque chose caché à l'intérieur, quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver près d'un enfant. J'ai attrapé mon téléphone, avant même d'appeler mon mari. Au moment où ma meilleure amie est arrivée, un officier de police entrait déjà dans mon salon. Et juste quand je pensais que le pire avait été découvert, mon mari est rentré. S'est figé sur le pas de la porte, et a fixé la personne qui se tenait à mes côtés. Son visage a pâli, au moment où il a dit « Que fait-il ici ?» Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette boîte, et pourquoi cette seule phrase a tout changé, dites-moi quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Est-ce calme, ou avez-vous aussi l'impression qu'une tempête approche? Restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est l'histoire du jour où j'ai arrêté d'essayer de maintenir la paix, avec des gens qui étaient prêts à effrayer mon enfant. Juste pour me contrôler. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas traité cette boîte comme un simple malentendu familial, vous devez comprendre de quel genre de maison je viens. De l'extérieur, mon enfance semblait parfaitement normale. Nous avions une maison propre, dans un quartier calme, en banlieue de Madison, dans le Wisconsin. Des photos de famille sur le mur du couloir, des vêtements du dimanche pour l'église, et des parents qui savaient exactement comment sourire quand les autres regardaient. Mon père, Victor Whittaker, avait été shérif adjoint pendant plus de 20 ans. Et il ramenait cette voix d'autorité à la maison avec lui, chaque soir. Il ne posait pas de questions. Il donnait des ordres. Ma mère, Marlène Whittaker, travaillait comme secrétaire d'école avant de prendre sa retraite, et elle avait un don pour faire paraître raisonnable chaque chose cruelle. Si mon père haussait le ton, elle disait qu'il était simplement inquiet. S'il m'insultait, elle disait que j'étais trop sensible. Si je pleurais, elle me rappelait que certaines filles vivaient des choses bien pires. J'ai grandi en apprenant que la paix, dans notre maison, signifiait mon silence. Quand je suis devenu adulte, je pensais que la distance arrangerait tout. J'ai construit une vie qu'ils n'avaient pas choisie pour moi, et cela seul, à leurs yeux, ressemblait à une trahison. Je suis devenu ergothérapeute en pédiatrie, parce que j'aimais aider les enfants à se sentir de nouveau en sécurité dans leur propre corps. Mon père
disait que ce n'était pas une vraie carrière. Il voulait que j'étudie le droit. Que j'épouse quelqu'un avec un titre, et que je reste assez près, pour qu'il puisse garder la main sur chaque décision que je prenais. Quand j'ai épousé Ethan, mon père a réagi comme si j'avais gâché ma vie. Ethan n'était pas tapa accent grave-l'œil, pas riche, pas le genre d'homme dont mes parents pouvaient se vanter au dîner. Il était stable, gentil, et patient, ce qui représentait exactement tout ce dont j'avais eu besoin, toute ma vie. Mes parents détestaient le fait qu'ils ne pouvaient pas l'intimider facilement. Après la naissance de notre fille, Harper, leur besoin de contrôle s'est déplacé de moi, vers elle. Soudainement, chaque visite s'accompagnait de commentaires. Son école était trop ordinaire. Ses vêtements étaient trop décontractés. Son heure de coucher était trop flexible. Ses cours d'art étaient une perte de temps. Ma mère souriait à Harper et lui disait des mots doux, puis elle me chuchotait que je l'élevais pour être une enfant faible. Mon père aimait dire « un enfant a besoin de structure ». Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était l'obéissance. Au moment où Harper a eu 6 ans, j'avais réduit les contacts avec eux autant que possible, sans pour autant déclencher une guerre. Il pouvait la voir pendant les fêtes, parfois aux anniversaires, toujours avec moi ou Ethan. Proximité. Il n'était jamais autorisé à la garder pour la nuit. Il n'était jamais autorisé à venir la chercher à l'école, et il n'était absolument pas autorisé à la punir. Pendant un certain temps, cet arrangement a fonctionné, principalement parce que mes parents tenaient encore à avoir l'image de bons grands-parents. Puis, Ethan a reçu une offre d'emploi à Denver. C'était le genre d'opportunité pour laquelle les familles prient. Un meilleur salaire, de meilleurs horaires, un quartier plus sûr près de bonnes écoles, et la chance pour Harper de grandir dans un nouvel endroit, sans que mes parents ne planent au-dessus de nous. Nous l'avons annoncé à mes parents lors d'un dîner dominical, en pensant qu'ils seraient déçus, mais polis. Ma mère est devenue silencieuse. Mon père a posé sa fourchette, et a fixé Ethan, comme s'il avait commis un crime. Puis, il m'a regardé et a dit, « Tu n'as pas le droit de m'enlever ma petite fille, juste parce que ton mari a eu de la chance. » Je me souviens d'Harper, se figeant sur sa chaise. Je me souviens d'Ethan cherchant ma main sous la table. Et je me souviens avoir réalisé que mon père n'avait pas dit « notre fille ». Il n'avait même pas dit « ta fille ». Il a dit « ma petite fille ». Comme si Harper était une chose qui lui appartenait. J'aurais dû savoir, à ce moment-là, que ce déménagement ferait ressortir le pire en eux. Mais je voulais encore croire que même mes parents avaient des limites. J'avais tort. Une semaine après ce dîner, mes parents ont changé si rapidement que cela semblait presque répété. Ma mère a commencé à m'envoyer des SMS chaque matin, avec des petits émojis en forme de cœur, et des messages disant à quel point Harper lui manquait. Mon père, qui ne s'excusait presque jamais de rien, a laissé un message vocal disant qu'il avait parlé trop durement, et qu'il ne voulait pas qu'Harper se souvienne de lui, comme d'un vieil homme en colère. Les mots sonnaient bien, mais quelque chose en eux me donnait la chair de poule. Mon père n'avait pas l'air désolé. Il parlait comme quelqu'un qui essayait une nouvelle stratégie. Cependant, Harper n'avait que 9 ans, et elle adorait l'idée d'avoir des grands-parents qui voulaient d'elle. Elle ne connaissait pas notre histoire de la même manière que moi. Elle ne savait pas combien de fois j'avais pleuré dans ma chambre étant adolescente, pendant que ma mère se tenait derrière la porte, me disant d'arrêter d'embarrasser la famille. Harper savait seulement que sa grand-mère lui avait envoyé un nouveau carnet de croquis, et que son grand-père avait demandé à voir ses derniers dessins, par appel vidéo. Pendant 2 semaines, ils se sont comportés de manière irréprochable. Ils ont posé des questions polies. Ils ont fait l'éloge de l'art d'Harper. Ils ont dit à Ethan que Denver semblait être un endroit passionnant.
Ma mère a même dit qu'elle était fière de moi, pour avoir construit une vie qui offrait à Harper davantage de choix. Cette phrase-là m'a presque convaincu, car c'était très exactement ce que j'avais voulu entendre, tout au long de ma vie. J'en ai parlé à ma meilleure amie, Rachel Moore, autour d'un café pendant ma pause déjeuner. Rachel me connaissait depuis l'université, à l'époque où je croyais encore que je pouvais gagner l'approbation de mes parents, en étant parfaite. Aujourd'hui, elle travaillait comme assistante juridique dans un cabinet de droit de la famille. Et elle avait cette façon calme et prudente de parler, qui vient du fait d'avoir vu trop de familles s'entre-déchirer, à cause du contrôle déguisé en amour. Quand je lui ai dit que mes parents voulaient soudainement organiser un brunch d'adieu pour Harper, juste avant notre déménagement, elle ne m'a pas dit ce que je devais faire. Elle a simplement demandé, quelles sont les limites qui ont été mises par écrit. Cette question est restée gravée dans mon esprit. Alors, j'ai tout mis par écrit très clairement. Harper viendrait le rendre visite pendant 2 heures, un dimanche après-midi. Ma mère viendrait là chercher, et la ramènerait à la maison. Harper garderait son téléphone dans la poche de son manteau. Pas d'arrêt. Surprise. Pas d'autres adultes dont je ne serais pas au courant. Pas de conversation concernant les tribunaux, la garde, ou toute tentative de convaincre Harper de ne pas déménager. Ma mère a accepté chaque condition par SMS. Mon père a envoyé un emoji pouce en l'air, ce qui lui ressemblait si peu. Kétan l'a lu 2 fois et a dit « Je n'aime pas ça ». Je n'aimais pas ça non plus. Mais Harper était impatiente. Elle a passé la soirée du samedi à dessiner notre future maison à Denver. Sur le dessin, Ethan tenait une boîte à outils. Je tenais une tasse de café. Et Harper se tenait entre nous avec un grand sourire, et des montagnes violettes derrière elle. Elle a dit qu'elle voulait montrer à mamie et papy que déménager ne signifiait pas les oublier. Cette phrase a failli me briser le cœur. Les enfants peuvent être si généreux envers des personnes qui ne l'ont pas mérité. Le dimanche, ma mère est arrivée exactement à l'heure. Elle a serré Harper trop fort dans ses bras, a fait un compliment sur ses cheveux, et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Car il voulait seulement passer un après-midi paisible. Mon père est resté dans la voiture. J'ai regardé depuis le porche, alors que Harper montait sur le siège arrière, avec sa pochette à dessin sur les genoux. Avant que la voiture ne s'éloigne, elle s'est retournée, et m'a fait signe de la main à travers la vitre. Je lui ai rendu son signe, en essayant d'ignorer la sensation de lourdeur dans ma poitrine. Ethan était allé au bureau pour terminer la paperasse du transfert à Denver, j'étais donc seul à la maison. J'ai gardé mon téléphone près de moi, pendant que je pliais le linget. Répondais à des emails. Au début, ma mère a envoyé une photo d'Harper, assise à la table de leur cuisine, avec une assiette de pancakes. Harper avait l'air un peu crispé, mais elle souriait. Je lui ai répondu, ça a l'air amusant. S'il te plaît, rappelle-lui de m'envoyer un message si elle le souhaite. Ma mère a répondu, elle va bien. 20 minutes plus tard, j'ai demandé comment ça se passait. Ma mère a écrit. Nous discutons, simplement. C'est à ce moment-là que je me suis levé de mon bureau. Discuter simplement pouvait signifier n'importe quoi, dans ma famille. J'ai appelé Harper, mais l'appel est tombé sur la messagerie vocale. J'étais en train d'attraper mes clés, quand on a sonné à la porte. Cela faisait moins d'1 heure que Harper était partie. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là, toute seule, pleurant avec une boîte argentée entre les mains. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Mon cerveau a remarqué les détails, avant même de comprendre le danger. Le manteau de Harper était fermé de travers. L'une de ses bottes était défaite. Sa pochette à dessin avait disparu. Ses joues étaient mouillées. Et elle tenait cette boîte si fort, que ses jointures étaient devenues blanches.
Derrière elle, la voiture de ma mère disparaissait déjà au bout de la rue. Elle n'avait pas accompagné Harper jusqu'à la porte. Elle ne m'avait pas appelé. Elle avait déposé mon enfant en pleurs sur mon porche, et était partie. J'ai fait entrer Harper à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte. Elle restait immobile dans l'entrée, comme si elle avait peur d'avancer plus loin, et cela m'a effrayé encore plus que ses larmes. Harper était une enfant sensible, mais elle n'était pas du genre à faire des drames. Elle ne pleurait pas pour attirer l'attention. Si elle tremblait comme ça, c'est que quelqu'un lui avait fait sentir qu'elle n'était pas en sécurité. Je me suis agenouillé devant elle, et j'ai gardé une voix douce. Je lui ai demandé si quelqu'un l'avait touchée, si elle était blessée, ou si elle avait besoin d'un médecin. Elle a secoué la tête pour dire non. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers la boîte. Finalement, elle l'a poussée vers moi, et a chuchoté, « Ils ont dit que c'était pour toi. Ils ont dit de ne pas l'ouvrir, avant que je ne sois rentré à la maison. » J'ai demandé, « Qui a dit ça ?» Elle a dégluti difficilement, et a répondu, « Papy. » Puis elle a ajouté, « Mamie a dit, tu risques de t'énerver, parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. » J'ai senti quelque chose au fond de moi, devenir complètement immobile. J'ai pris la boîte et je l'ai posée sur la table près du canapé, mais Harper a attrapé ma manche, avant que je puisse l'ouvrir. Elle a dit, « Maman, il parlait de moi, comme si je n'étais pas là. » Je me suis assise à côté d'elle. J'ai enroulé une couverture autour de ses épaules, et je lui ai dit qu'elle pouvait tout me raconter doucement. Elle m'a dit que le brunch avait commencé normalement. Des pancakes, du jus d'orange, des questions sur Denver. Puis, mon père lui a demandé si elle voulait vraiment déménager, ou si est année. Moi l'avions obligée à dire ça. Harper lui a répondu qu'elle voulait être là où ses parents étaient. Mon père n'a pas crié, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore pires. Il s'est penché vers elle, et lui a dit que parfois, les enfants ne savent pas quand leurs parents font des choix égoïstes. Ma mère a dit à Harper que rester près de sa famille était plus important que de suivre un travail. Harper m'a expliqué qu'elle a essayé de changer de sujet, en leur montrant le dessin qu'elle avait fait de notre nouvelle maison. C'est à ce moment-là que mon père a cessé de sourire. Il lui a demandé pourquoi elle avait dessiné des montagnes, au lieu de ses grands-parents. Harper lui a répondu que c'était parce que le dessin parlait de Denver. Ma mère lui a arraché la pochette à dessin des mains, et lui a dit qu'elle était trop jeune pour comprendre à quel point elle faisait du mal aux gens. Ensuite, mon père a quitté la pièce avec la pochette. Harper a dit qu'elle a entendu des bruits de papier qu'on déchire, depuis le couloir. Quand il est revenu, il tenait la boîte argentée. Ma mère avait déjà remis son manteau à Harper. Mon père a placé la boîte entre les mains d'Harper, et a dit, « Donne ça à ta mère. Dis-lui de ne pas surréagir. Dis-lui que c'est ce qui arrive, quand les gens oublient où est leur place. » Harper a commencé à pleurer dans la voiture. Mais ma mère ne l'a pas réconforté. Elle s'est contentée de dire, « Ta mère a besoin d'un électrochoc. » Ensuite, elle a déposé Harper sur le trottoir, et s'en est allée. J'avais envie de crier. J'avais envie d'appeler ma mère, et d'exiger des réponses. Mais Harper me regardait, comme si ma réaction allait déterminer si elle était en sécurité ou non. Alors, j'ai fait la chose la plus difficile qu'une mère puisse faire. Quand son enfant a été blessé, je suis resté calme. J'ai dit à Harper qu'elle n'avait rien fait de mal. Je lui ai dit que les adultes ne devraient jamais utiliser les enfants pour transmettre des messages effrayants. Je lui ai dit que la boîte pouvait attendre, jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Elle a hoché la tête, mais elle a continué à la fixer. Puis elle a dit, « Je crois qu'il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur. » J'ai envoyé un SMS à
Rachel d'une seule main. S'il te plaît, viens tout de suite. Il s'est passé quelque chose avec mes parents. Ensuite, j'ai déplacé la boîte sur le comptoir de la cuisine, loin de Harper, et j'ai pris une lente inspiration. L'emballage était soigné, presque élégant. Du papier argenté, avec un ruban blanc. Cela rendait la chose encore plus dérangeante. La cruauté ne devrait pas se présenter, déguisée en cadeau. J'ai d'abord défait le ruban. Harper a enfoui son visage dans la couverture. J'ai retiré le papier. À l'intérieur, se trouvait une boîte en carton blanc. Sur le dessus, reposait un mot plié, avec mon nom. Écrit avec l'écriture en lettres carrées de mon père. Sous le mot, j'ai vu du papier déchiré, des traces de marqueur rouge, et le coin du dessin de Harper. C'est alors que j'ai entendu un faible bip, provenant de l'intérieur de la boîte. Doux, régulier, et anormal. J'ai dit à Harper de rester sur le canapé, et de ne toucher à rien. Ma voix semblait calme, mais mes mains tremblaient si fort, que j'ai dû reposer la boîte. J'ai pris des photos avant de bouger le contenu, car quelque part au fond de moi, une partie pragmatique de mon cerveau savait qu'il s'agissait de preuves. La première chose que j'ai sortie fut le dessin d'Harper, ou du moins ce qu'il en restait. Mon père l'avait déchiré en lanières, puis avait replacé les morceaux dans la boîte comme un puzzle, qu'il voulait me faire subir. La partie avec le visage d'Ethan avait été arrachée. La partie me représentant avait du marqueur rouge, étalé en travers de la bouche. Le petit corps dessiné de Harper avait été entièrement découpé, et placé tout au fond, séparé de nous. J'avais été témoin de comportements de contrôle toute ma vie, mais les voir dirigés contre mon enfant, m'a brûlé la poitrine. Sous le papier se trouvait le lapin en peluche de Harper, celui qu'elle avait accidentellement oublié chez mes parents, 3 mois plus tôt. Elle avait posé des questions à son sujet à 2 reprises, et ma mère avait dit qu'elle ne le trouvait pas. Maintenant, il était là, dans la boîte, avec le ventre éventré, puis recousu avec un fil noir épais. Du marqueur rouge avait été gribouillé autour des coutures, pour ressembler à du sang. J'ai entendu Harper faire un petit bruit derrière moi, et j'ai tourné la boîte pour qu'elle ne puisse pas voir. C'est à ce moment-là que le bip a retenti à nouveau. J'ai tenu le lapin plus près, j'ai appuyé doucement le long de la couture, et j'ai senti quelque chose de dur à l'intérieur. Rachel est arrivée, au moment où j'utilisais des ciseaux de cuisine pour couper ces horribles points de couture. Elle a jeté un seul regard à mon visage, et a fermé la porte derrière elle, sans poser de questions. J'en ai extrait un petit appareil noir, pas plus grand qu'une clé de voiture. Rachel l'a fixé, et a dit: Claire, on dirait un traceur. Pendant un instant, la pièce a basculé. Un dessin détruit, c'était cruel. Un mot menaçant, c'était cruel. Mais un dispositif de suivi, caché à l'intérieur du jouet de ma fille, c'était tout autre chose. Cela impliquait de la préméditation. Cela signifiait qu'il voulait avoir accès à sa localisation. Cela signifiait qu'il n'était pas simplement en colère à propos du déménagement, il se préparait à interférer. Rachel m'a dit de le reposer, et de tout photographier. Puis, nous avons trouvé le reste. Au fond de la boîte, se trouvaient 3 photos imprimées. Harper franchissant le portail de l'école. Harper devant son cours d'art du samedi. Harper debout à côté du pick-up d'Ethan, sur le parking de l'épicerie. Aucune de ces photos n'avait été publiée en ligne. Aucune d'entre elles n'avait été prise par nous. Quelqu'un avait suivi mon enfant. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, mais je me suis forcé à déplier le mot. Il disait, ne surréagis pas. La place d'Harper est près de sa famille. Si tu imposes ce déménagement, les gens
Apprendront quel genre de mère éloigne un enfant de tous ceux qu'il aime. Nous avons assez d'éléments pour prouver que tu es instable. Réfléchis bien. Je l'ai lu 2 fois, car mon esprit refusait d'accepter que mes propres parents aient mis ces mots dans une boîte, et qu'ils aient forcé ma fille à la ramener à la maison. Rachel a emmené discrètement Harper dans la pièce voisine, et lui a donné des écouteurs, ainsi qu'un dessin animé à faible volume. Puis elle est revenue, et a dit, appelle la police. Pas ta mère. Pas Ethan en premier. La police. J'ai appelé le numéro non urgent de la police, parce que personne n'était en train de s'introduire dans la maison, à ce moment précis. Mais je leur ai dit qu'il y avait une menace impliquant un enfant, du harcèlement potentiel, et un appareil de suivi caché dans un jouet. Le fait de prononcer ces mots à haute voix m'a donné l'impression que je décrivais la vie de quelqu'un d'autre. Le répartiteur m'a dit qu'un officier allait passer. Pendant que nous attendions, Rachel m'a aidé à tout placer sur des sacs en papier propre au lieu de plastique, car elle disait que c'était mieux pour préserver les objets si quelqu'un devait les examiner. Elle n'agissait pas comme mon avocate. Elle agissait comme la seule personne dans la pièce capable de penser clairement. Pendant que mon monde s'effondrait. Harper a demandé une fois si elle avait fait quelque chose de mal. Je suis allé vers elle immédiatement, je me suis agenouillé, et je lui ai dit que non. Je lui ai dit que les adultes qui l'avaient effrayé étaient ceux qui avaient fait quelque chose de mal. Elle a chuchoté, papy a dit que tu serais en colère contre moi, si je pleurais. Cette phrase a fait plus mal que le mot. Je lui ai dit que pleurer, c'était la façon dont son corps disait la vérité. Quand l'officier Daniel Price est arrivé, il ne m'a pas prise de haut, comme j'en avais eu peur. Il a demandé à voir la boîte, le mot, les photos, et l'appareil. Son expression a changé, quand il a vu les photos de Harper à l'école. Il a posé quelques questions douces à Harper, avec moi assise à ses côtés. Elle lui a parlé du brunch, du dessin déchiré, et du fait que mon père avait dit que sa mère n'écoutait que lorsqu'elle avait peur. L'officier Price a noté cela, très lentement. Puis on a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup doux. C'était 3 coups violents, comme si la personne à l'extérieur croyait que la porte lui appartenait encore. J'ai regardé par le Judas, et j'ai vu mon père sur le porche. Sa mâchoire était crispée, ses yeux froids. Avant que je puisse parler, il a crié à travers la porte. Claire, je sais que tu as appelé la police. Ouvre, avant d'embarrasser cette famille encore. Plus que tu ne l'as déjà fait. L'officier Price s'est avancé, et m'a dit de n'ouvrir la porte que si je me sentais en sécurité. Rachel a emmené Harper au bout du couloir. J'ai ouvert, en gardant la chaîne de sécurité enclenchée. Mon père a regardé par-dessus mon épaule, a vu l'officier, et a souri comme si tout cela était en dessous de lui. Il a dit qu'il était venu pour expliquer une affaire de famille. L'officier Price lui a ordonné de reculer. Mon père ne l'a pas fait. Il a dit, je suis son père. J'ai le droit d'être ici. C'est à ce moment précis que le pick-up d'Ethan s'est garé dans l'allée. Ethan a franchi la porte, portant encore sa veste de travail, tenant ses clés dans une main, et son téléphone dans l'autre. Je n'avais réussi à lui envoyer que 3 mots par SMS, avant qu'il ne quitte le bureau. Rentre immédiatement à la maison. Il s'attendait à me trouver bouleversé. Il s'attendait peut-être à une dispute avec mes parents. Il ne s'attendait pas à trouver un officier de police dans notre salon. Rachel debout près du couloir comme un chien de garde, et mon père à l'intérieur de notre maison, arborant cette même expression suffisante qu'il prenait, chaque fois qu'il pensait avoir déjà gagné. Ethan s'est arrêté si brusquement, que la porte a failli heurter son épaule. Son visage est devenu pâle. Pas en colère
Début, juste pâle. Puis il m'a regardé et a dit, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» La façon dont il l'a dit, a fait se dresser tous les poils de mes bras. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. L'expression de mon père a changé. Pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je comprenne, qu'il y avait quelque chose que j'ignorais. Ethan a regardé mon père, puis l'officier. Et a de nouveau posé les yeux sur moi. Il a dit, « Claire. Il est venu à mon travail ce matin. » La pièce est devenue silencieuse. Même mon père a arrêté de faire semblant de sourire. Ethan nous a raconté que mon père l'avait attendu sur le parking, devant son bureau. Il n'avait pas crié. Il ne l'avait pas menacé d'une manière qui paraisse évidente. Ce n'était de toute façon jamais le style de mon père, quand des témoins pouvaient se trouver à proximité. À la place, il avait dit à Ethan qu'emmener Harper à Denver serait une erreur, que les tribunaux accordaient de l'importance à la stabilité, et qu'un homme avec le passé d'Ethan devrait être prudent, avant d'entraîner un enfant au-delà des frontières de l'État. Mon estomac s'est noué. Des années plus tôt, Ethan avait souffert d'anxiété à la suite d'un accident de construction, sur un chantier. Il s'était fait aider, avait récupéré, et s'était construit une vie solide. Mon père le savait, parce que ma mère m'avait surprise en train d'en parler une fois, lors d'une conversation privée. Maintenant, il déformait cela, pour en faire une arme. Ethan a expliqué que mon père lui avait dit, « J'en sais plus que tu ne le penses. Je connais ses horaires d'école. Je sais que Claire finit tôt le jeudi. Je sais que tu ne peux pas les surveiller à chaque instant. Si tu forces ce déménagement, je m'assurerai que les bonnes personnes posent les bonnes questions. » Ethan ne me l'avait pas dit, parce qu'il pensait que mon père essayait simplement de l'effrayer. Il avait prévu de me le dire le soir même. Une fois Harper endormi. Mais maintenant, la boîte était ouverte sur notre table, et la menace n'était plus cachée, derrière des mots prudents. L'officier Price a demandé à Ethan de tout répéter, lentement. Mon père l'a interrompu, disant que c'était ridicule, qu'Ethan exagérait, et que tout le monde transformait l'amour en crime. Puis, l'officier Price l'a interrogé au sujet du traceur. Mon père a répondu que c'était pour des raisons de sécurité. Il a dit que le monde était dangereux, que Harper était jeune, et que si ses parents étaient déterminés à faire des choix imprudents, quelqu'un de responsable devait anticiper les choses. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait caché dans une peluche, et renvoyé à la maison avec des dessins déchirés, et un mot menaçant. Il m'a pointé du doigt. Et a dit, « Parce que tu n'écoutes pas, à moins que quelqu'un ne te choque. Assez pour t'y obliger. » Ma mère est arrivée 10 minutes plus tard, essoufflée. Et en pleurs, avant même d'avoir atteint la porte. Elle a regardé l'officier. Puis la boîte, puis moi, et pour une fois, elle semblait sincèrement terrifiée. Mais pas terrifiée pour Harper. Terrifiée par les conséquences. Elle a commencé à dire qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Elle a dit que les photos étaient juste là pour montrer qu'ils étaient impliqués. Elle a dit que le mot sonnait bien pire que ce qu'ils avaient voulu exprimer. Puis, elle a commis l'erreur qui a tout fait basculer. Elle a dit, nous voulions seulement t'effrayer un peu, pour que tu penses plus clairement. Rachel a fermé les yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire que ma mère l'ait dit à haute voix. L'officier Price a noté la phrase. J'ai regardé ma mère, et je lui ai demandé, tu voulais m'effrayer, en effrayant mon enfant. Elle a pleuré de plus belle, mais elle ne l'a pas nié. Mon père lui a ordonné de se taire. C'est à ce moment-là que l'ancien schéma est réapparu devant tout le monde. Il donnait des ordres. Elle se soumettait. Moi aussi, je faisais partie de ce schéma autrefois, mais plus maintenant. L'officier Price a dit à mes parents qu'ils devaient quitter la propriété, et que tout contact ultérieur pourrait aggraver la situation pour eux. Mon père a
Essayait de protester, disant qu'il connaissait la loi. L'officier Price a calmement répondu, « Alors vous devriez comprendre, pourquoi tout ceci est si grave. » Après leur départ, j'ai appelé l'école d'Harper, et j'ai retiré mes 2 parents de toutes les listes de contacts d'urgence. Ethan a changé les serrures le soir. Même si mes parents n'avaient pas les clés. Rachel m'a aidé à sauvegarder des captures d'écran, des messages vocaux, des emails, et des photos dans un seul dossier. Le lendemain matin, mon père a envoyé un long email à plusieurs membres de la famille, affirmant que j'étais instable, que Ethan était manipulateur, et qu'Harper était isolé de ses grands-parents aimants. Mais il ignorait que la caméra de notre sonnette l'avait enregistré sur le porche, me disant d'ouvrir la porte avant que je n'embarrasse la famille. Il ignorait que l'officier Price l'avait entendu qualifier cela d'affaire de famille, alors même qu'il se tenait devant une boîte pleine de preuves. Et il ignorait qu'Harper avait dit autre chose à Rachel, alors que nous pensions qu'elle s'était endormie. Elle a dit que papy lui avait promis que si elle restait sage et silencieuse, il pourrait l'aider à rester à Madison. Cette phrase a mis fin à la moindre hésitation qu'il me restait. 2 jours plus tard, il y a eu une réunion de famille chez ma tante. Non pas parce que je voulais la paix, mais parce que mes parents avaient déjà commencé à propager des mensonges, et que je voulais que la vérité soit dite une fois pour toutes. Clairement, avec des témoins. Mon père est arrivé sûr de lui. Ma mère est arrivée l'air toute petite. Ethan s'est assis à côté de moi. Rachel est venue. Aussi. Pas en tant qu'avocate, mais en tant que personne qui avait vu la boîte. Avant que quiconque puisse prétendre que j'avais tout inventé. Mon père a commencé par un discours sur les droits de la famille. Je l'ai laissé parler. Ensuite, Ethan a passé l'enregistrement de la sonnette. Après quoi? Rachel a posé sur la table les photos imprimées de la boîte, du mot, et du traceur. Personne n'a défendu mon père. Pas même une seule personne. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a frappé la table du poing, et a crié, « C'est ma petite fille. » Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, « Non. C'est mon enfant, et tu ne l'utiliseras plus jamais pour me contrôler. » Cette réunion fut la dernière fois que mon père s'est retrouvé dans la même pièce qu'Harper. Le lendemain matin, Ethan et moi avons déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire, avec l'aide d'un avocat local recommandé par Rachel. Nous avons tout apporté. Le mot, les photographies, le dispositif de suivi, l'enregistrement de la sonnette, les captures d'écran des emails de mon père, la déposition écrite de l'officier Price, la déclaration d'Ethan concernant la menace sur le parking, et, plus douloureusement encore, le propre récit de ma fille, sur ce qui s'était passé lors du brunch. Je détestais que les mots de Harper doivent faire partie d'un dossier, mais je me suis rappelé que protéger un enfant, cela signifie parfois documenter la vérité, même quand la vérité fait mal à lire. Le tribunal a accordé des restrictions temporaires, pendant que l'affaire était examinée. Mes parents n'avaient pas le droit de contacter Harper, de venir chez nous, de s'approcher de son école, ou d'envoyer des cadeaux par l'intermédiaire de proches. Je m'attendais à ce que ma mère me supplie. Je m'attendais à ce que mon père enrage. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la rapidité avec laquelle leur image parfaite allait commencer à s'effondrer. Mon père avait passé des années à être le shérif adjoint retraité respectable, l'homme en qui les voisins avaient confiance, l'homme que les autres parents saluaient lors des événements scolaires. Mais les gens vous regardent différemment, quand ils apprennent que vous avez caché un traceur dans le jouet d'un enfant. L'école d'Harper a été prévenue immédiatement. Son directeur a été gentil, mais ferme. Mes parents ont été retirés de toutes les listes de ramassage, toutes les listes d'événements, tous les formulaires d'urgence.
Un membre du personnel a reconnu la voiture de mon père sur les photos, et a admis l'avoir vue garée près de l'école plus d'une fois, alors même que mon père n'avait aucune raison d'y être. Ce détail a été ajouté au dossier, lui aussi. Mon père a essayé de se sauver la face, en disant qu'il veillait simplement sur sa petite fille. Mais quand l'inquiétude ressemble à de la surveillance, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ma mère a essayé une approche différente. Elle a envoyé des messages par l'intermédiaire de proches, disant qu'Harper lui manquait, disant qu'elle avait subi des pressions, et disant qu'elle n'avait jamais voulu que la boîte soit aussi effrayante. Pendant quelques heures, ça a presque marché sur moi. Non pas parce que je la croyais, mais parce que les filles gardent espoir bien plus longtemps qu'elles ne le devraient. Puis, je me suis souvenu de Harper debout dans notre entrée, avec ses mains tremblantes. Je me suis souvenu de ma mère s'éloignant en voiture, sans même vérifier si sa petite fille parvenait à respirer, à travers ses larmes. Alors, quand un membre de la famille m'a dit que ma mère avait le cœur brisé, j'ai répondu que c'était elle qui avait remis la boîte à mon enfant. Cela a mis fin à la conversation. Mon père a commis une ultime erreur, 3 semaines avant notre déménagement. Il s'est présenté à l'école d'Harper avec un bouquet de fleurs et un ours en peluche, disant à l'accueil qu'il voulait seulement dire au revoir. Parce que l'école avait été prévenue, ils ne l'ont pas laissé dépasser le secrétariat. Ils m'ont appelé, puis ils ont appelé la police. Il est parti avant que les agents n'arrivent, mais l'incident a renforcé notre dossier, et a détruit la toute dernière de ses excuses. Après ça, même les membres de la famille qui avaient essayé de rester neutres, ont arrêté de me demander de lui pardonner. Ma mère s'est installée dans la chambre d'amis de ma tante pendant un certain temps, prétendant qu'elle avait besoin de prendre ses distances avec mon père. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une véritable culpabilité, ou juste d'une énième tentative pour éviter les conséquences. Je sais seulement que je ne l'ai pas laissé voir Harper. Le pardon, s'il vient un jour, ne s'achètera pas avec des larmes. Il ne sera pas précipité, juste parce que d'autres personnes se sentent mal à l'aise. Et jamais il n'exigera que mon enfant se tienne face aux personnes qui l'ont terrorisé, juste pour que des adultes puissent faire semblant que la famille est unie. Nous avons déménagé à Denver, au début du printemps. Les premières semaines ont été difficiles. Harper sursautait chaque fois que la sonnette retentissait. Elle refusait de dormir avec des peluches, dans sa chambre. Elle m'a demandé plus d'une fois si papy pourrait nous retrouver. À chaque fois, je lui disais la vérité, d'une manière qu'un enfant puisse supporter. Je disais, les adultes s'en occupent. Tu es en sécurité. Tu as bien fait de me le dire. Nous lui avons trouvé un thérapeute spécialisé pour les enfants, et doucement, morceau par morceau, Harper a recommencé à être elle-même. Ethan l'a aidé à construire un petit bureau de dessin, près de la fenêtre de sa nouvelle chambre. Je lui ai acheté un carnet de croquis tout neuf, mais je ne lui ai pas demandé de redessiner notre famille. Cela devait être son choix. Un soir, environ 2 mois après le déménagement, je l'ai trouvée assise à ce bureau, avec des crayons de couleurs étalés partout. Elle avait dessiné une maison avec des montagnes en arrière-plan, plus lumineuse que sur le premier dessin, et plus grande aussi. Ethan était dans la cour, tenant un marteau. J'étais sur le porche, avec une tasse de café. Harper se tenait entre nous, avec une main posée sur la porte d'entrée. Au-dessus de la porte, elle avait écrit « Seules les personnes sûres peuvent entrer ». J'ai pleuré doucement dans le couloir, non pas parce que le dessin était triste, mais parce qu'il était honnête. C'était la leçon que mes parents n'avaient jamais comprise. La famille n'est pas un titre que l'on a le droit d'utiliser comme une arme. L'amour ne menace pas, ne traque pas,
n'effraie pas, ni ne manipule. Le véritable amour donne aux enfants le sentiment d'être assez en sécurité, pour dire la vérité. Et être un vrai parent, cela signifie choisir la tranquillité d'esprit de son enfant, plutôt que sa propre peur du conflit. Ce qui nous est arrivé m'a appris que l'éducation n'est pas seulement ce que les enfants apprennent à l'école. C'est aussi ce savoir précieux qu'ils acquièrent, en regardant les adultes poser des limites, dire la vérité, et protéger les plus vulnérables. Harper a appris, ce jour-là, que sa voix comptait. J'ai appris que maintenir la paix avec des personnes toxiques peut coûter à un enfant son sentiment de sécurité. Et Ethan a appris que le silence, même s'il a pour but de protéger quelqu'un, peut laisser le danger tapi dans l'ombre beaucoup trop longtemps. Nous ne sommes pas une famille parfaite, mais nous sommes une famille plus en sécurité, aujourd'hui. Mes parents voulaient utiliser la peur pour nous garder près d'eux. Au lieu de cela, la peur m'a montré très exactement jusqu'où nous devions nous éloigner. Et si quiconque m'écoute s'est déjà entendu dire que poser des limites faisait de vous quelqu'un de cruel, rappelez-vous ceci. Les limites ne détruisent pas les familles saines. Elles révèlent simplement quelle relation dépendait de votre silence, pour survivre. Notre équipe travaille dur pour créer des histoires de vengeance, qui portent en elles de l'émotion, du conflit, et un message sur lequel les spectateurs peuvent réellement réfléchir, après la fin de la vidéo. Cette histoire est une pure fiction, et a été écrite uniquement dans le but de partager des leçons de vie, à travers un récit divertissant. Nous espérons qu'elle encouragera les spectateurs à s'estimer eux-mêmes, à protéger leur tranquillité d'esprit, et à ne jamais laisser des personnes toxiques définir leur